Imaginez un instant le silence. Non pas le silence paisible d'une nuit d'été, ni le calme avant l'aube, mais un silence lourd, définitif, absolu. Le silence d'un monde où il n'y a plus personne pour écouter, plus personne pour se souvenir, plus personne pour pleurer. C'est ce silence qui nous a frôlés, si près que l'on pouvait sentir son souffle glacé sur nos nuques. Il ne s'agit pas ici d'une fiction dystopique, ni d'un scénario catastrophe imaginé par des écrivains en mal de sensations fortes. C'est la réalité brute, tangible et terrifiante de ce qui a failli devenir la dernière semaine de l'histoire humaine. Nous sommes en octobre 1962. Le monde ne ressemble pas à celui que vous connaissez aujourd'hui. Il est divisé, fracturé par une cicatrice invisible mais infranchissable que l'on nomme le rideau de fer. D'un côté, les États-Unis et l'Occident, de l'autre, l'Union soviétique et le bloc de l'Est. Deux géants, deux idéologies, deux doigts posés en permanence sur la détente de l'arme la plus destructrice jamais conçue par l'homme, la bombe atomique. À cette époque, la peur n'est pas une abstraction, elle est dans l'air que l'on respire. Les écoliers apprennent à se cacher sous leurs bureaux au son des sirènes. Les familles construisent des abris dans leurs jardins, stockant des conserves et de l'eau, attendant l'inévitable. L'inévitable, c'est la guerre nucléaire. Tout le monde sait qu'elle peut arriver. Tout le monde sait que si elle éclate, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, seulement des cendres. Et pourtant, en cet automne 1962, l'humanité continue de vivre, inconsciente que dans les couloirs feutrés du pouvoir, le compte à rebours a déjà commencé. Ce n'est pas la technologie qui a failli nous détruire. Les fusées, les ogives, les radars n'étaient que des outils. Le véritable danger, le détonateur ultime, c'était l'esprit humain. C'était l'orgueil, la peur d'être perçu comme faible, le calcul politique erroné et la terrible pression psychologique pesant sur une poignée d'hommes enfermés dans des pièces sans fenêtres, noyés dans la fumée de cigarettes et l'odeur du café froid. Tout commence par une trahison de la confiance, ou du moins ce qui est perçu comme tel. Nikita Khrouchtchev, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, un homme au tempérament volcanique et imprévisible, prend une décision audacieuse, presque téméraire. Persuadé que les États-Unis préparent une invasion de l'île de Cuba, dirigée par le révolutionnaire Fidel Castro, et cherchant à rééquilibrer la terreur nucléaire face aux missiles américains installés en Turquie et en Italie, il ordonne le déploiement secret de missiles balistiques nucléaires à moyenne portée sur le sol cubain. Cuba, à seulement 140 km des côtes de la Floride, une distance dérisoire. Une fusée tirée depuis l'île pourrait réduire Washington en poussière en moins de 20 minutes. Le temps de boire un café et la capitale du monde libre cesserait d'exister. Cette opération, baptisée Anadyr, est un chef-d'œuvre de logistique et de dissimulation. Des dizaines de navires soviétiques traversent l'Atlantique, leurs cales chargées de morts, sous couvert de transporter du matériel agricole et des conseillers techniques. Mais les secrets, à cette échelle, sont difficiles à garder. Le 14 octobre 1962, un avion espion U-2 américain, piloté par le major Richard Heiser, survole l'ouest de Cuba. Ces caméras haute résolution capturent ce que les analystes de la CIA redoutaient le plus, des sites de lancement en construction, des motifs caractéristiques, des équipements que l'on ne trouve qu'autour des missiles nucléaires soviétiques. Lorsque les photos sont développées et analysées, le sang des experts se glace. Ce ne sont pas des rumeurs, ce ne sont pas des soupçons, ils sont là. La preuve est irréfutable. Le 16 octobre au matin, le président John Fitzgerald Kennedy est informé. Il est assis dans sa chambre, en pyjama, lisant les journaux, quand McGeorge Bundy, son conseiller à la sécurité nationale, entre avec un visage grave. Il n'y a pas de préambule, juste les faits. Monsieur le Président, il y a des preuves formelles. Kennedy, jeune, charismatique, mais déjà marqué par l'échec de la baie des cochons un an plus tôt, comprend immédiatement que sa présidence, et peut-être l'existence même de son pays, se jouera dans les jours à venir. Il convoque immédiatement un comité exécutif, qui passera à l'histoire sous le nom d'ExCom. Ce groupe rassemble les esprits les plus brillants et les plus puissants de l'administration américaine. Son frère, Robert Kennedy, le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, le secrétaire d'État, Dean Rusk, et les chefs d'état-major. Des militaires endurcis qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et qui voient le monde à travers le prisme de la force brute. Dès les premières réunions, deux camps se forment, et la tension dans la salle du Conseil est palpable, presque électrique. D'un côté, les faucons.
menée par le général Curtis LeMay, chef d'état-major de l'Air Force, un homme qui a supervisé les bombardements incendiaires sur le Japon. Pour LeMay et ses alliés, la diplomatie est une faiblesse. La présence de ces missiles est une insulte, une agression qui ne peut être lavée que par le feu. Il plaide pour une frappe aérienne massive et immédiate, suivie d'une invasion terrestre de Cuba pour renverser Castro une fois pour toutes. Leur logique est froide, mathématique, détruire les missiles avant qu'ils ne soient opérationnels. Ils acceptent le risque de pertes américaines. Ils acceptent même le risque d'une riposte soviétique ailleurs dans le monde, comme à Berlin, car ils sont persuadés que l'Union soviétique reculera devant la puissance de feu américaine. De l'autre côté, l'écologue, bien que le terme soit mal choisi, car personne ici ne parle de paix, mais plutôt de prudence. Ils craignent qu'une frappe surprise sur Cuba ne soit perçue par le monde comme un Pearl Harbor américain, une attaque lâche contre une petite nation. Mais surtout, ils craignent l'escalade. Robert Kennedy, le procureur général, glisse des mots de prudence à l'oreille de son frère. Il sait qu'une attaque sur Cuba tuerait inévitablement des soldats soviétiques présents sur place. Tuer des Russes, c'est déclarer la guerre à l'URSS. Et la guerre avec l'URSS signifie l'échange nucléaire total. Kennedy est hanté par un livre qu'il a lu récemment, Les canons d'août, qui décrit comment les puissances européennes ont glissé vers la Première Guerre mondiale, non pas par volonté, mais par un engrenage d'alliances et de malentendus, comme des somnambules marchant vers l'abîme. Il ne veut pas être le dirigeant qui, par orgueil ou précipitation, a signé l'arrêt de mort de la civilisation. Pendant des jours, le secret est gardé. Le public américain continue sa vie, ignorant que son gouvernement débat de la fin du monde. Kennedy maintient son agenda officiel, sourit aux caméras, inaugure des bâtiments, tout en retournant précipitamment à la Maison-Blanche pour des réunions interminables, où la fumée devient de plus en plus épaisse et les yeux de plus en plus cernés. Chaque option est disséquée. La frappe aérienne ? Trop risquée. L'inaction ? Impossible. Ce serait un suicide politique et stratégique. La diplomatie pure ? Inefficace. Khrouchtchev mentirait encore. Finalement, une troisième voie émerge, proposée par McNamara, un blocus naval. Mais pour ne pas utiliser un terme de guerre, car un blocus est un acte de guerre selon le droit international, ils l'appelleront une quarantaine. La marine américaine encerclera Cuba et empêchera tout navire soviétique transportant des armes offensives d'atteindre l'île. C'est une démonstration de force, mais ce n'est pas une attaque directe. Cela laisse une porte de sortie à Khrouchtchev. Cela lui donne le temps de réfléchir, le temps de voir que les États-Unis sont sérieux, sans pour autant être acculés à une riposte immédiate. Le 22 octobre, Kennedy s'adresse à la nation et au monde. Le secret est levé. Dans les salons américains, devant les téléviseurs noirs et blancs, les visages se figent. Le temps du président est grave. Sa voix ne tremble pas, mais le message est terrifiant. Il annonce la présence des missiles, la mise en place de la quarantaine et lance un avertissement clair. Toute fusée nucléaire lancée depuis Cuba contre une nation de l'hémisphère occidental sera considérée comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, nécessitant une riposte complète de représailles. Ce soir-là, le monde retient son souffle. La peur devient physique. Les supermarchés sont dévalisés. Les églises se remplissent. Les gens regardent le ciel, s'attendant à voir des traînées de condensation annonçant la fin. En Union soviétique, la nouvelle est reçue avec fureur. Khrouchtchev accuse Kennedy de piraterie, de pousser le monde vers l'abîme thermonucléaire. Il affirme que les navires soviétiques ne se soumettront pas. La tension monte d'un cran. Sur l'Atlantique, les flottes se font face. Des sous-marins soviétiques escortent les cargos. Des destroyers américains patrouillent, prêts à tirer. Le monde entier a les yeux rivés sur cette ligne imaginaire dans l'océan. C'est le moment du face-à-face, où, comme le dira plus tard Dean Rusk, nous nous sommes regardés œil dans œil. Mais l'histoire n'est pas faite que de grands discours. Elle est faite de détails, d'incidents, de hasards qui peuvent tout faire basculer. Alors que la quarantaine se met en place, la situation devient de plus en plus instable. Les communications entre Washington et Moscou sont lentes. Il n'y a pas de téléphone rouge à cette époque. Un message de Khrouchtchev met des heures à être télégraphié, traduit, analysé et transmis. Pendant ces heures de silence, l'imagination des hommes s'emballe. Les militaires des deux côtés sont sur le pied de guerre. Le niveau d'alerte des forces américaines passe à DEFCON 2, le niveau juste avant la guerre totale. Les bombardiers stratégiques B-52 sont en l'air 24 heures sur 24, chargés d'armes nucléaires, prêts à virer vers leur cible en Russie au premier ordre. En Floride, la plus grande force d'invasion depuis la Seconde Guerre mondiale se rassemble. 100 000 hommes sont prêts à débarquer à Cuba.
Mais c'est le samedi 27 octobre 1962 que tout a failli s'effondrer. Ce jour-là, surnommé plus tard le Samedi Noir, est sans doute le jour le plus dangereux de toute l'histoire de l'humanité. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. La tension, accumulée depuis 13 jours, atteint son point de rupture. À Washington, l'épuisement est total. Les hommes de l'ex-com dorment à peine, se nourrissent de sandwichs rassis et de café noir. Leurs nerfs sont à vif, la paranoïa s'installe. À Moscou, Khrouchtchev commence lui aussi à sentir que la situation lui échappe. Il réalise qu'il a peut-être sous-estimé la détermination de Kennedy et surestimé sa propre capacité à contrôler ses généraux et ses alliés cubains. Castro, à La Havane, est convaincu que l'invasion est imminente. Dans un câble exalté envoyé à Moscou, il suggère presque aux Soviétiques de frapper les premiers, de lancer l'arme nucléaire avant que les Américains ne détruisent Cuba. Khrouchtchev, en lisant ce message, est horrifié. Il comprend qu'il a mis des armes terribles entre les mains d'hommes prêts à mourir en martyrs, entraînant le monde entier dans leur chute. Mais sur le terrain, les événements échappent aux politiques. Au-dessus de Cuba, un autre U-2, piloté par le major Rudolf Anderson, pénètre l'espace aérien pour une mission de reconnaissance. Les ordres des Soviétiques sont clairs. Ne pas tirer sans l'ordre direct de Moscou. Mais les communications sont coupées, le chaos règne, et un commandant local, voyant l'avion ennemi sur ses radars et craignant une attaque imminente sur ses positions, prend la décision fatale. Il ordonne le tir d'un missile solaire. L'avion est touché. Le major Anderson est tué sur le coup. C'est la première victime militaire de la crise. À Washington, la nouvelle arrive comme un coup de poing. Les Faucons, le mai en tête, exultent presque. Ils avaient prévenu. Si un avion américain est abattu, nous devons riposter immédiatement en détruisant les sites de défense antiaérienne. C'était la règle d'engagement fixée par Kennedy lui-même. La logique militaire exige une réponse. Si les États-Unis ne font rien, ils paraissent faibles. S'ils ripostent, c'est la guerre. Kennedy hésite. Il sent le piège se refermer. Il refuse de donner l'ordre de riposte immédiate, à la consternation de ses généraux. Il veut comprendre. S'agit-il d'un accident? D'une initiative isolée? Ou est-ce le signal que Moscou a décidé de passer à l'attaque? Au même moment, un autre drame, invisible celui-là, se joue sous la surface de la mer des Caraïbes. Un groupe de destroyers américains a repéré un sous-marin soviétique, le B-59. Les Américains ignorent que ce sous-marin transporte une torpille à tête nucléaire. Ils ignorent aussi que l'équipage est à bout de force. La climatisation est en panne, la température à bord dépasse les 45 degrés, le taux de dioxyde de carbone est dangereusement élevé. Les marins s'évanouissent à leur poste. Coupés du monde, incapables de contacter Moscou, ils sont traqués. Les destroyers américains commencent à larguer des charges de profondeur d'exercice. Ce sont de petites explosions destinées à signaler aux sous-marins de faire surface. Mais à l'intérieur de la coque en acier résonnant, chaque explosion sonne comme un coup de marteau titanesque. Le capitaine du sous-marin, Valentin Savitsky, est convaincu que la guerre a commencé. Il pense que son navire est attaqué pour être coulé. À bout de nerfs, épuisé, aveuglé par la peur et le manque d'informations, il ordonne de préparer la torpille nucléaire. « Nous allons les faire sauter », crie-t-il. « Nous mourrons, mais nous les coulerons tous. » Le protocole soviétique exige que les 3 officiers les plus gradés à bord soient d'accord pour lancer l'arme. Le capitaine est pour, le commissaire politique est pour. Il ne manque qu'une roue, celle de Vassili Arkhipov, le commandant en second de la flottille, qui se trouve par hasard à bord de ce sous-marin. Le monde est suspendu à la décision d'un seul homme, dans la chaleur étouffante d'un sous-marin au fond de l'océan. Pendant que ce drame silencieux se joue, à Washington, la diplomatie tente une dernière manœuvre désespérée. Kennedy décide d'ignorer le dernier message belliqueux de Khrouchtchev pour répondre à un message précédent, plus conciliant, reçu quelques heures plus tôt. C'est un pari psychologique. Il envoie son frère Robert rencontrer en secret l'ambassadeur soviétique Anatoly Dobrynin. La rencontre a lieu la nuit, dans une ambiance de conspiration. Robert Kennedy est épuisé, mais il doit transmettre un message d'une clarté absolue. Le temps est écoulé. Si les missiles ne sont pas retirés immédiatement, les États-Unis attaqueront. Ce n'est pas un bluff. Mais il offre aussi une porte de sortie, une concession secrète qui ne devra jamais être rendue publique. Si les Soviétiques retirent leurs missiles de Cuba, les Américains retireront, quelques mois plus tard, leurs missiles obsolètes Jupiter installés en Turquie. C'est un échange donnant-donnant, mais il doit rester invisible pour ne pas humilier les États-Unis ni l'OTAN. Dobrynin transmet le message à Moscou. La nuit tombe sur Washington, une nuit qui pourrait être la dernière. Personne ne dort. Dans le bureau ovale, le président regarde par la fenêtre le jardin sombre.
Il pense à ses enfants. Il pense aux millions d'enfants qui, à travers le monde, dorment sans savoir que leur avenir se décide à coups de téléx et de traductions hâtives. L'attente est une torture. Chaque minute qui passe sans réponse rapproche les bombardiers de leur point de non-retour. Les militaires américains préparent les plans de vol pour l'attaque massive prévue le lundi matin. Nous sommes dimanche matin à Moscou. Khrouchtchev réunit son présidium dans sa datcha. Il est fatigué, mais lucide. Il a entendu le message de Kennedy. Il a vu la folie de Castro. Il sait que le U-2 a été abattu. Il sent que le contrôle lui échappe. Il ne veut pas être l'homme qui a détruit le monde pour une île des Caraïbes. Il prend la parole devant ses camarades. Il faut reculer. Il faut accepter l'offre. Mais il faut aller vite, très vite, avant qu'un autre accident ne survienne, avant qu'un autre commandant zélé ne tire à missile, avant que les généraux américains ne forcent la main de Kennedy. Il décide d'annoncer sa décision directement à la radio, sur Radio Moscou, pour être sûr que le message parvienne à Washington le plus rapidement possible, sans passer par les canaux diplomatiques lents et tortueux. C'est une course contre la montre, une course contre la bureaucratie, une course contre la fierté. Imaginez l'ironie. La technologie la plus avancée de l'époque, l'arme nucléaire, menaçait de tout détruire. Et c'est par une simple émission de radio, captée par les services d'écoute américains, que le salut est arrivé. Lorsque la voix du locuteur soviétique annonce le démantèlement et le retour des armes en URSS, un soupir de soulagement, presque douloureux, traverse la Maison-Blanche. Les faucons sont déçus. Ils parlent de défaite, d'opportunité manquée d'écraser le communisme. Mais Kennedy, lui, sait. Il sait qu'ils ont regardé dans l'abîme et que l'abîme a cligné des yeux. La crise n'est pas terminée instantanément. Il faut vérifier, il faut surveiller les navires qui repartent. Il faut gérer la colère de Castro qui se sent trahi, vendu par ses alliés soviétiques. Mais le pic de fièvre est passé, la pression redescend, lentement. Les navires américains lèvent la quarantaine, les bombardiers reviennent à un niveau d'alerte normal. Les enfants retournent à l'école sans savoir à quel point ils ont failli ne jamais grandir. Mais revenons un instant sur ce sous-marin, le B-59, Vassili Arkhipov, l'homme qui a dit non. Au milieu des cris, de la panique et de la chaleur, il a gardé son calme. Il a refusé de valider le lancement de la torpille nucléaire. Il a convaincu le capitaine de faire surface pour attendre les ordres. Si Arkhipov avait cédé, si lui aussi avait été emporté par la peur ou la colère, la torpille aurait été lancée. Le destroyer américain aurait été vaporisé. La flotte américaine aurait riposté avec des charges nucléaires de profondeur. L'escalade aurait été immédiate, incontrôlable. Ce jour-là, ce n'est pas Kennedy ou Khrouchtchev qui a sauvé le monde en premier lieu. C'est un officier de marine soviétique, dont le nom est resté inconnu pendant des décennies. Un homme qui, face à l'apocalypse, a choisi la retenue plutôt que l'action. C'est là toute la leçon de cette crise. La fragilité de notre existence ne dépend pas seulement des grands décideurs, mais de la chaîne humaine, faillible, émotive, qui gère ces armes de fin du monde. Nous avons survécu non pas grâce à la sagesse de nos institutions, mais grâce à la chance et grâce à la prudence de quelques individus isolés au moment critique. Cette histoire nous rappelle que la paix est une construction fragile, un château de cartes posé sur une table bancale.